Tout d'abord, je dois dire, Marie-Jeanne, que je suis vraiment très heureuse de pouvoir te poser ces questions-là, émue, et que je t'admire beaucoup. Voilà. Je ne suis sûrement pas la seule. Tu te définis en tant que militante de l'être humain, et dans ce sens-là, tu as beaucoup travaillé et communiqué sur la communication non violente. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était en quoi ce travail sur la communication non violente nourrit ta réflexion sur l'éducation et l'autorité structurante et sur le fait d'éduquer, bien sûr, sans punir. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La communication sans violence », qui reprend des choses de la communication non violente, mais j'insiste beaucoup, ça vient de ma formation, sur l'écoute, la partie écoute. Faussement d'ailleurs, on interprète souvent la CNV comme une manière de s'exprimer. Moi, j'insiste énormément sur la manière d'écouter. J'ai été écoutante à SOS Amitié pendant 14 ans et j'ai été responsable de la formation de cette belle association et sur l'écoute. Parce que souvent, on entend à travers des filtres, à travers des a priori, à travers une éducation, à travers des normes, à travers des quantités de choses, mais on n'entend pas vraiment ce que l'autre a à nous dire. On essaye de le faire rentrer dans les cases qui sont prévues pour son discours. Et ça, pour moi, c'est souvent une violence dans la communication. Ça vient justement étayer l'idée de ce que je propose comme réflexion aux parents ou aux enseignants. Quelle représentation j'ai de l'enfant que j'ai en face de moi ? Est-ce que j'attends que cet enfant corresponde à l'enfant idéal de mes rêves ? Est-ce que j'attends que l'enfant qui est dans ma classe se comporte comme un bon petit écolier parfaitement, qui me fiche la paix, qui va me permettre de débiter mon cours en toute tranquillité ? Quelle représentation j'ai de ce petit humain qui est là et qui est plein d'émotions, qui est plein de vécu, qui est plein de difficultés, qui est plein de joie, qui aimerait communiquer aussi certainement sur ses émotions. Et souvent, on essaye de faire rentrer cet enfant dans des cases prédestinées pour lui. Et donc, soit cette case est trop large et il s'y perd, soit cette case est trop étroite et il y est mal, il est contraint. Donc pour moi, je pense qu'il y a une cohérence dans tous mes écrits, enfin j'espère, c'est que c'est par la communication et l'éducation que l'on pourrait, et par la réflexion, c'est ce que je voudrais développer aujourd'hui, que l'on pourrait rendre une société un petit peu moins violente. Alors, je suis vraiment, quand tu dis militante, c'est vrai que je suis militante, dans le sens où, avec mon grand âge, j'amène tout mon enthousiasme, mon énergie, ma passion à tenter d'apporter un petit peu partout des solutions. Parce que la dernière question qui était posée tout à l'heure à M. Morel, c'était effectivement comment avoir vis-à-vis des violents une réponse qui ne soit pas violente. Parce que sinon, effectivement, ça va être le serpent qui se mord la queue et on va engendrer tout ça. Donc, l'idée, c'est d'arriver à diminuer la violence, mais dans tous les secteurs. Effectivement, quand quelqu'un est violent, lui aussi, qu'est-ce que ça représente pour lui? C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être c'est pour lui la bonne solution. Et le critiquer, le punir, etc., n'est jamais intéressant. Enfin, bien entendu, il y a des sanctions légales qui sont prévues, mais la partie
punitive dans le pouvoir, dans le « je vais te faire mordre la poussière », etc., ne va faire que l'escalade. Hein. On sait très bien que, par exemple, des jeunes qui sont en prison, c'est là qu'ils apprennent à faire pire encore. Donc il y aurait toute une réflexion importante et sociétale, mais je crois vraiment que ce qui est important, c'est tout mon travail, c'est d'aider les adultes à trouver les manières, parce que les adultes, souvent, souhaitent vraiment, quand on pose la question aux parents, quand on pose la question aux adultes, qu'est-ce que vous souhaitez ? Bien, souvent, la première réponse qui vient, c'est que mon enfant soit épanoui, qu'il soit heureux, qu'il arrive à avoir une vie agréable, etc. Les parents ne veulent pas le mal de leur enfant. Les parents veulent le bien de leur enfant. Olivier Morel le disait aussi tout à l'heure. Mais c'est la manière. Et quelquefois, justement, il y a une vue, quelquefois, qui est à court terme. Et on a tellement peur du lendemain qu'on ne fait pas sur le moment ce qu'il faudrait, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on croit que c'est comme ça. Donc, loin de moi l'idée de critiquer les parents, de les stigmatiser, ou les professeurs, mais d'aider justement à faire évoluer les situations vers des situations plus efficaces. Oui, et tu parles d'insécurité. On peut parler aussi de stress, dont a parlé Olivier Morel. Et comment des parents qui vivent souvent dans un monde qui pour eux est stressant, pour la plupart d'entre eux, que ce soit leur travail, que ce soit l'endroit où ils vivent, comment peuvent-ils, avec des enfants qui eux-mêmes aussi sont stressés, arriver à avoir une autorité structurante, bienveillante. Et la deuxième question que je voulais te poser, les parents veulent bien faire pour projeter l'enfant dans un monde de demain, mais quel monde de demain, justement ? Si le monde de demain, c'est un monde de compétition, tu as raison, une à la fois. Alors la première question, c'est comment, dans le stress. Moi, je suis stressée en tant que parent, je peux aider mon enfant qui lui aussi est stressé et avoir une relation qui va être structurante, qui va être épanouissante dans un écosystème où tout le monde est stressé. Alors, cette question-là appelle vraiment une réflexion. L'enfant est-il responsable du stress de ses parents ? L'enfant fait peut-être la bêtise qui est la dernière goutte d'eau, qui fait déborder le vase, et qui fait s'énerver, punir, etc. Mais dans toute une journée de parents, l'enfant n'est certainement pas celui qui est la cause du stress, mais c'est celui sur lequel peut se déverser le stress. Et oui, ça, c'est très injuste. Quand tu parles à des parents d'ados, la première chose qu'ils vont te dire, c'est « j'en peux plus, j'en peux plus ». Donc tu as raison, c'est peut-être la goutte d'eau, mais à l'adolescence, c'est vraiment ça qui submerge les parents, et tu le sais. Alors, évidemment, moi je parlais de l'enfant plus petit, et lorsque on prend une habitude d'éducation positive, structurante, calme, solide, hein, on peut être intense dans la bienveillance, eh bien l'adolescence se passera beaucoup mieux. Mais si on est arrivé à un moment d'adolescence où l'ado, justement, n'a plus comme solution que de se révolter contre, ou de se révolter contre lui-même, parce qu'à l'adolescence, il y a vraiment toutes les horreurs qui peuvent se passer. C'est-à-dire que soit, de toute façon, l'enfant croit ce que son parent lui dit. Monsieur Morel le disait très justement tout à l'heure, et moi j'ai une jeune fille qui me disait « mais mon père m'aurait dit que les coccinelles étaient bleues, elles étaient bleues ». C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant ne peut pas prendre du recul par rapport à ce que ses parents lui disent. Donc, la vérité sort de la bouche des parents pour les enfants. Donc, si l'enfant, devenu adolescent, croit son parent, eh bien, il pense qu'il est nul, il pense qu'il ne vaut rien, il pense qu'il ne peut rien, et du coup, puisqu'il est nul, eh bien, il ne va pas se respecter.
Donc, comme il ne se respecte pas, il peut verser dans les drogues, l'alcool, les trucs, les machins. Et puis, petit à petit, il peut se trouver de plus en plus nul au point d'avoir des envies suicidaires, de se scarifier, les trucs et les horreurs. Ça, c'est s'il croit ses parents qu'il est nul. Et sinon, eh bien, il peut penser que ses parents sont nuls en retour, et il peut rentrer dans un mépris de ses parents. Et ça, c'est terrible parce que les parents qui croient bien faire, qui essayent de toute leur bonne foi, se sentent méprisés par leurs enfants, par leurs adolescents. Il peut y avoir des conflits violents avec les portes qui claquent, les insultes, etc. Et des parents qui ne savent plus comment faire en disant que c'est leurs enfants qui les stressent, mais il y a tout un passif. Et je crois que justement, c'est très, très, très important. Et moi, j'ai des témoignages nombreux de personnes qui ont changé leur éducation, mais qui en ont parlé. C'est-à-dire qu'on va désormais faire autrement. On l'annonce, et justement, on va mettre toute une méthodologie différente en place, parce que ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on est voué à continuer à faire toujours comme ça. Alors, quelle méthodologie, si on veut rompre, et on a bien vu ce qu'a dit Olivier Morel, c'est difficile de rompre avec son éducation, celle qu'on a reçue soi-même, et c'est difficile de rompre avec une éducation qu'on a commencé à donner à un enfant, même si à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans une impasse et qu'on est dans la politique du toujours plus de punitions et que ça ne marche pas. Mais comment, à un moment donné, rompre ? Comment effacer ? Et on ne peut pas retourner en arrière. En 2 temps. Rompre, c'est en 2 temps. D'abord, une réflexion personnelle, une prise de conscience. Finalement, je croyais bien faire et je me rends compte que j'entends des conférences géniales, je viens à un colloque superbe, je lis des livres formidables et tout d'un coup, je me rends compte que ce que je pensais bien faire, eh bien, peut-être je me suis trompée. Et ce moment de rencontre avec soi-même sur sa propre erreur, c'est important de se dire, bon ben, oui, voilà, là, je me suis plantée. Mais tu sais, quand on se plante, on pousse, ce n'est pas de moi. Mais voilà, ben, se rendre compte effectivement qu'il y a une autre manière, c'est le premier point important. Et l'admettre, et en être conscient, et l'accepter sans culpabiliser. Parce que dès lors que je culpabiliserai, j'essaierai de me justifier, j'essaierai de me racheter, j'essaierai de faire plein de choses, etc. Et je perdrai ma stature d'adulte. Or, l'enfant et l'adolescent, qui n'est pas encore à maturité, a besoin d'un adulte solide et structurant. Donc, si je me démolis moi-même par la culpabilité, je vais représenter aux yeux des adolescents une personne mal dans sa peau. Alors, pour sortir de ce moment mal dans sa peau, ça c'est le 2e point, je pense qu'il y a vraiment peut-être l'aide, si on est vraiment très bouleversé, d'aller voir quelqu'un 2-3 fois, c'est pas la peine d'entrer en thérapie pour des années, mais de faire un petit peu le point, ou dans un groupe de parole de parents, ou de ne pas rester seul avec cette histoire-là, de façon à pouvoir se dégager de cette culpabilité et reprendre sa fierté, son estime de soi. Alors ça, c'est vraiment, ça commence par là. Et ensuite, eh bien, c'est là qu'on va rentrer dans cette méthodologie, quand on est un petit peu plus stable et plus tranquille, dans une méthodologie avec l'adolescent, en exposant le problème. Ça, c'est vraiment ensuite le b.a.-ba de la CNV. On expose le problème, et voilà. Jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. J'ai appris des choses. Tout ça sont des faits. J'ai appris des choses, et vraiment, j'en suis troublée. Donc, on parle de soi. Et je te propose, donc ça c'est la proposition alternative justement pour trouver des solutions, je te propose qu'on réfléchisse ensemble et qu'on s'organise différemment pour que tout le monde puisse retrouver le sourire dans cette maison. C'est-à-dire qu'on fait un point stop. On n'essaye pas comme ça tout d'un coup de tout. On fait un point stop, on le dit, on l'annonce, et ensuite, effectivement, on va étudier des méthodologies qui sont des méthodologies qui sont
dans le bon sens. C'est-à-dire que comment on va résoudre ce problème? Là, tu as fait une bêtise, on appelle un chat un chat. Mais là, on me téléphonait l'autre jour en me disant, oui, une dame qui m'écrivait hier en me disant, Marie-Jeanne, je suis choquée, j'étais chez moi et j'ai entendu mon ado qui est dans la pièce d'à côté se vanter de collectionner les heures de colle. Et il parlait de sexualité avec des mots d'une vulgarité, etc. Il était avec ses copains. Et donc, il se vantait d'être un petit... Et elle me dit, Marie-Jeanne, mais vraiment, ma réaction, ça a été, je lui enlève sa console pendant 1 mois. Et je lui ai dit, ben, écoute, est-ce que tu peux déjà venir au colloque de demain? Elle me dit, j'ai déménagé, je suis dans je sais plus, enfin, dans le centre de la France. J'ai dit, ben, c'est dommage. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est d'abord, tu vas lui dire, écoute, j'ai entendu ce que tu as dit, et là, je me fais du souci pour toi, je t'aime trop pour te laisser faire n'importe quoi, et je te propose qu'on parle sexualité. Et qu'on parle vraiment, parce que sinon, je sens qu'il y a des choses qui dérapent et je ne voudrais pas que tu t'embarques sur des choses... Donc, parlons-nous. Au lieu de punir, parlons-nous. Parlons-nous pour trouver des solutions, tout en conservant, bien sûr, en respectant l'intimité de l'enfant. La sexualité est un sujet très, très sensible chez l'adolescent. Donc, parlons-nous et trouvons des solutions au lieu d'essayer de punir, parce que la punition, ça ne fonctionne pas, parce que les privations, les trucs, les machins, par exemple, allez, je te punis, je t'enlève ton téléphone pendant 1 semaine. Ça n'a pas marché, je t'enlève pendant 2 semaines. La politique du pire, sauf que au collège, les copains vont lui prêter un téléphone. Donc c'est une fausse bonne idée. La punition, l'ado transgresse, et pour lui c'est un jeu de transgresser, il aime ça, et puis finalement il filoute tout le monde, et c'est comme ça, et du coup ça le laisse sans méthodologie. Alors que faire confiance, trahir la confiance, ça c'est l'aîné de mes petits-fils qui me le disait, il me disait, trahir la confiance, tu sais grand-mère, ça c'est compliqué. Alors que transgresser un interdit, ça c'est marrant. C'est vrai que quand on interroge les enfants, pour eux, la confiance qui peuvent s'accorder entre amis, qui peuvent recevoir des parents, c'est extrêmement important. Alors, tu parlais de méthodologie dans le dialogue, dans réfléchir avec l'enfant, construire la solution avec l'enfant. Et si ça ne marche pas? Alors, attends, d'abord, il faut appliquer cette méthodologie d'une manière répétitive et sans perdre confiance dans cette méthodologie. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire avaler mes solutions. Je vais lui faire se casser la tête. C'est-à-dire que je vais lui dire, écoute, moi, voilà, il y a quand même quelque chose à obtenir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu proposes? Bon, je ne sais pas. Si, et si tu savais? Bon, écoute, réfléchis, et puis on y reviendra. C'est-à-dire que quand je tire un fil rouge, je le garde. Et là, sur le mot autorité, ce n'est pas une autorité de puissance qui va soumettre, c'est une autorité justement qui va construire. L'autorité n'est pas forcément mauvaise quand elle sert à construire, alors que l'autorité est mauvaise quand elle sert à chapeauter. Si on veut élever un enfant, on ne le rabaisse pas. Donc, je vais soutenir sa réflexion, et je vais continuer à poser des questions. Attends, par exemple, un premier exemple, qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Même une toute petite chose. Je vais vraiment poser des questions. Si lui n'a pas... Je peux lui dire, et qu'est-ce que tu penserais d'eux? Je ne vais pas lui dire, et maintenant on va faire ça. C'est-à-dire que je reste toujours dans la réflexion, et petit à petit, ça va marcher.
Alors, je me souviens que dans ton livre, par exemple, parfois c'est des petites solutions toutes simples. Il y avait une maman qui en avait assez de répéter à son enfant, qui avait distribué les rôles, et c'était de son âge, il devait mettre la table, et il ne le faisait jamais. Et tu l'avais reçu, et avec lui, tu avais trouvé une solution toute simple, et qui montrait bien qu'il ne le faisait pas parce qu'il ne voulait pas, mais qu'il ne le faisait pas parce qu'il n'y pensait pas, de mettre un post-it sur son bureau. Je dois penser à mettre la table. Et puis ça a marché. C'est tout simple et ça a marché. Parce qu'il faut aussi se mettre vraiment... les ni vus ni connus l'ont tellement bien illustré tout à l'heure. La journée d'un enfant, on parle des journées des parents, mais un enfant qui est quand même encore fragile, qui a beaucoup moins de capacité, même s'il en a beaucoup, la journée d'un enfant, c'est vraiment très fatigant. Et quand il arrive, il est tout plein de sa journée où il a dû faire attention, si tu parles, tu risques... ne, etc. Bon, ça, parce que ça existe encore beaucoup. Eh bien, cet enfant, quand il rentre, effectivement, il a une dose de stress et une dose de fatigue. Il y a la fatigue, mais le stress. Et on sait bien, nous, quand on est stressé, que c'est difficile. Je ne sais pas, vous, si vous avez essayé de lire un livre un jour où vous êtes stressé, ou essayer de retenir quelque chose un jour où vous êtes stressé, ben c'est compliqué. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, un enfant sait qu'il doit, par exemple, mettre la table ou descendre la poubelle. Il a accepté. Ça a été décidé avant, etc. Bon, pourquoi pas. Mais s'en souvenir le soir, quand il rentre de l'école, c'est une autre affaire. Donc, l'aider à s'en souvenir, si ça a été convenu ensemble, ça peut être une solution. Pour le stress, moi j'ai trouvé vraiment intéressant un médecin que tu cites, qui est Jacques Fradin, qui dit que des études montrent que si on évitait le stress aux enfants, 90% d'entre eux arriveraient au niveau des élites. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'est-à-dire de se dire que les élites qui représentent peut-être même pas 10%, ça veut dire qu'il y a 80% des enfants qui, à cause du stress, n'arrivent pas à développer leur potentiel. Et donc, si c'était de futurs adultes qui pouvaient, parce qu'ils avaient été éduqués de façon structurante et positive, vivre sans stress, justement, quelle société on pourrait avoir après ? On y va, on y croit, on y va. Alors, tu as cité donc le neuroscientifique que je cite, Jacques Fradin, qui justement explique, je pense qu'Alice Guyon est dans la salle, voilà, tu es où? Là. Si tu veux intervenir, vraiment, ça serait avec bonheur, que si tu as un éclairage. Le cerveau, grosso modo, a des territoires, ça c'est vraiment la théorie de Jacques Fradin. Il y a des territoires différents qui ont des fonctions différentes. Et quand on sollicite 2 territoires du cerveau simultanément, ça fait des bugs, ça fait des courts-circuits dans les neurones. Tu nous rejoins? Tu as envie d'en dire un mot? Merci. Merci Marie-Jeanne, avec grand plaisir. Ben oui, il y a beaucoup d'évidence maintenant, de preuves dans les neurosciences que l'excès d'hormones de stress, cortisol, adrénaline sur des longues périodes nuit au bon développement en fait, du cerveau des enfants. Ça joue sur les synapses, ça joue sur des structures qui ensuite, des structures de stress comme l'amygdale qui vont se renforcer. Et donc, voilà, il y a vraiment des preuves publiées maintenant, des milliers d'articles qui montrent que trop de stress prolongé chez l'enfant, bon, ça vaut aussi chez l'adulte bien sûr, mais chez l'enfant il y a des périodes critiques, chez l'enfant et l'adolescent qui sont importants pour la mise en place des synapses dans le cerveau. Et s'il y a un excès de cortisol et d'adrénaline dû au stress dans ces périodes-là, eh bien on va de façon quasi irréversible
engendrer des cerveaux de personnes qui plus tard vont être stressées, anxieuses, plus susceptibles à la dépression, au burn-out, etc. Donc c'est vraiment important de ménager à l'enfant une enfance sans trop de stress, ou, bienveillante, accueillante, de façon à lui permettre de développer au mieux ses compétences, ses capacités. On a eu le bonus d'Alice. Merci. Merci Alice. Merci Alice. Si tu veux. Qui est chercheur en neurosciences. Hein. Tu as insisté sur la confiance et l'estime de soi. Confiance aussi bien que le parent, estime de soi aussi bien que le parent et l'enfant peuvent avoir de même et réciproquement. Tu parles de plusieurs niveaux de confiance. Hein. Est-ce que tu peux développer ces différents niveaux de confiance que l'enfant peut développer dans le cadre d'une éducation avec une autorité structurante, bienveillante? Alors, ce n'est pas la même chose d'avoir le respect, de respecter, d'avoir confiance, d'aimer ou d'estimer. Quand je pose cette question à des personnes, ça fait un petit peu mais c'est quoi la différence? Mais si je dis, est-ce que vous respectez forcément la personne que vous aimez? Est-ce que vous aimez forcément la personne que vous respectez? Est-ce que vous estimez forcément la personne que vous respectez? Est-ce que vous avez confiance forcément dans la personne que vous estimez? Eh bien là, on voit plus les 4 niveaux qui, pour moi, sont très, très intéressants de séparer. Parce que souvent, quand on voit des adolescents qui sont suicidaires, et ça c'est une de mes spécialités malheureusement, enfin heureusement peut-être pour eux parce que j'essaye de les aider, c'est qu'il y a vraiment un déficit important dans 2 de ces 4 aspects. Il peut y avoir des jeunes filles par exemple qui ont une haute estime d'elles-mêmes, une véritable confiance dans leur intelligence, mais qui ne se respectent absolument pas. Et qui, du coup, puisqu'elles ne se respectent pas, elles commencent par toutes les scarifications, les trucs, les machins, et quand on les interroge, il y a toujours une partie, justement, du discours humiliant des parents surtout, mais il peut y avoir aussi l'école, enfin des adultes d'une manière générale, mais évidemment, plus il y a de liens affectifs, plus le discours est fort, et même si l'adolescent rejette, une partie d'elle rejette et se révolte, une partie d'elle est encore quand même complètement imprégnée de ces discours humiliants. Mais tu vois pas que tu fais n'importe quoi, mais tu vas avec des discours aussi qui sont quelquefois des prévisions. Hein, Pardon ? Tu vas finir caissière, voilà. Mais c'est vraiment une jeune fille qui était vraiment brillante et qui avait envie de faire des études, qui fait une grosse bêtise, ma foi, c'est une bêtise. Et sa mère, sous le coup de la peur, lui dit, de toute façon, maintenant tu vas faire un petit métier. Et cette petite était vraiment, mais voilà, elle était destinée à plus faire d'études, à plus croire en elle, etc. Alors que justement, on a réfléchi ensemble, elle a reconnu qu'elle avait fait une grosse bêtise, on a vu ensemble comment elle pouvait la réparer, elle a compris, elle a grandi. L'idée, c'est comment je vais te faire grandir à partir de la bêtise que tu fais. Et puis, enfin, attendez, mais ici, je voudrais savoir qui n'a jamais fait une bêtise dans sa vie à l'adolescence. Ça va, il n'y a aucun doigt qui se lève, bon, on est tranquille, moi non plus. Hein. Donc on a tous fait des bêtises et ce n'est pas pour autant qu'on ne devient pas des adultes. Mais quelquefois, les parents vont faire des drames sur des choses qui sont des épisodes qu'il s'agit de traiter, bien entendu. Par exemple, une jeune fille qui vole une bague. Elle a volé une bague à sa copine. Il va falloir traiter la chose. Mais on ne va pas en faire un drame national. C'est-à-dire qu'on va affirmer, tu as fait une bêtise, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ça? Comment tu t'es représenté la chose? Et maintenant, eh bien, comment tu vas réparer?
Eh bien, la petite en question, on a réfléchi, et puis elle a décidé de laver la voiture de son père pendant quelques fois pour gagner 3 sous pour payer la bague. Et là, on fait réfléchir et on fait comprendre à l'adolescent, finalement, qu'il a une responsabilité par rapport à ses actes. Et ça lui servira, je pense, dans sa vie, même d'adulte. Et je dis toujours que, selon moi, on a 3 messages à donner en tant qu'éducateur. On a 3 messages à donner à tout enfant, à tout adolescent. Et quelquefois, quand je l'ai dit à des adultes dans mon cabinet, les adultes sont étonnés parce qu'ils ne les ont jamais entendus. Le premier message, c'est n'oublie jamais que tu es sacré. Tu es sacré, pas au sens religieux du terme, mais au sens tu es sur terre. Tu n'es pas plus sacré que les autres, mais tu es sacré comme tout ce qui est vivant, donc tu es Et puisque tu es sacré, comment tu vas te respecter? Parce que souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux vont justement attendre que les autres les respectent. Et sinon, ça les met en colère, etc. Mais si je ne me sens pas respecté, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il m'appartient de faire pour me respecter dans cette situation? Ça, c'est une question qui peut vraiment résoudre beaucoup de problématiques. La deuxième question, c'est n'oublie jamais que tu as une intelligence. Alors, vous comprenez pourquoi, évidemment, je me suis tellement investie dans l'association Sève, puisqu'on fait réfléchir les enfants et les adolescents. Et donc, puisque tu as une intelligence, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on te dit de penser? Est-ce que tu crois que c'est judicieux? Quels sont tes arguments pour? Quels sont tes arguments contre? En quoi tu peux être d'accord et corroborer? En quoi tu peux être en désaccord et infirmer ce que l'on te dit? Discutons. Tu n'es même pas obligé de penser que je pense juste. Pensons ensemble et nous allons grandir ensemble. Donc, première, tu es respectable, tu es sacré, tu es respectable, tu es digne. Deuxième, n'oublie jamais que tu as une intelligence. Et troisième, c'est n'oublie jamais que tu as des émotions. Et que tes émotions, chaque fois que tu vas les consulter, aller les rejoindre, elles vont te dire ce dont tu as besoin. Parce qu'en fin de compte, chaque fois que tu ressens quelque chose et que tu y prêtes attention, tu vas pouvoir savoir, en faisant travailler ton intelligence puisque tu es sacré, ce qu'il convient de faire pour toi. Par exemple, si tu as peur, et si tu peux nommer ta peur, c'est que tu as besoin de protection. Si tu es en colère, c'est que tu as peut-être besoin de dire des choses ou de les régler. Si tu as besoin, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas contacter ton émotion, elle te donnera une indication très précise sur la méthodologie de résolution vers cette prise de conscience. Et peut-être que dans les 3 messages, peut-être s'il est inclus, celui que je vais dire dans ce que tu as dit, c'est pense aussi que tu es unique. Tu es unique. C'est-à-dire que tu dois pas forcément ressembler à un modèle. Tu ne dois pas forcément t'assimiler à un groupe. Et là-dedans, je me dis que dans l'école, et pour rebondir sur une question qu'a posée Olivier Morel, une personne qui était dans la salle, mais je sais que beaucoup pensent aussi à l'école. Il y a beaucoup d'éducateurs ici, que ce soit en visio ou en présentiel. L'école telle qu'elle est conçue est une école en fait qui formate, est une école qui essaye de faire rentrer dans des moules. Donc c'est une école qui ne reconnaît pas le fait qu'on est unique, le fait qu'on est original, le fait qu'on... je suis bien placée pour le dire, hein, j'étais proviseur de lycée, donc je ne crache pas dans la soupe, parce que l'école fonctionne comme ça. C'est une réalité de dire qu'elle est construite comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est là pour faire du mal, ça veut dire que ce sont ses valeurs. C'est les valeurs sur lesquelles elle fonctionne. Ce que je voulais dire par rapport à l'école, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est pas très difficile pour des parents et peut-être un peu angoissant de se dire qu'ils vont avoir une éducation qui ne prépare peut-être pas l'enfant à l'école,
dans lequel il va être, le collège, le lycée, là où il existe des punitions, des sanctions. Dans un règlement intérieur, il y a toujours des punitions, des sanctions qui sont détaillées. Est-ce que l'enfant ne va pas difficilement pouvoir s'insérer dans ce système-là et à un moment donné peut-être le rejeter, être en rébellion et se trouver en difficulté dans la société dans laquelle notre rôle de parent est qu'il s'insère du mieux possible? Alors, heureusement, l'école évolue, je pense. Et l'année dernière, nous avions en visio Philippe Mérieux, qui parle de l'école comme d'un lieu de socialisation et pas seulement d'apprentissage. Parce que si l'école se considère comme seulement un lieu d'apprentissage de matière, il faut savoir lire, écrire, compter, parler anglais, faire du sport, je ne sais pas quoi, on risque de passer à côté du rôle très important de l'école, qui est le rôle de la socialisation et du vivre ensemble. Parce que, forcément, dans une famille, même si on a une famille nombreuse, le vivre ensemble est quand même en vase clos. Et on connaît les autres. Alors qu'on débarque à l'école quand on est un enfant, et puis voilà que, là, il y a plein d'inconnus. Et au collège, Philippe Mérieux parle de socialisation secondaire, parce que justement, il y aura plusieurs professeurs, des changements de cours, etc., etc. Donc, je crois que l'école est en train de se remettre vraiment en question, et je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais quand tu poses la question de préparer l'enfant à cette entrée dans ce grand bain, je crois que nous avons beaucoup plus peur et nous risquons de coller nos angoisses à nos enfants, alors que les enfants le font tout naturellement si on ne leur colle pas nos angoisses. Mais l'enfant n'a pas besoin de nos peurs. L'enfant a besoin de notre soutien. Et à quoi ça sert d'anticiper? Alors attention, si jamais il va se passer ça, l'enfant arrive en classe, il est déjà tout tremblant. Donc, faisons-lui confiance pour justement trouver sa place. Ça sera beaucoup plus facile. S'il a un problème, nous sommes là pour en parler. Mais je crois que l'école peut être représentée aujourd'hui. Je vois des enfants, je ne vais plus oser dire gamins, parce que M. Morel a dit, des enfants qui arrivent au collège et qui sont terrorisés. Il y a des parents qui m'amènent leurs enfants parce qu'ils vont rentrer au collège, alors ils ont tellement peur que ça se passe pas mal, que ça se passe mal, machin, etc., qu'ils se fassent des copains et tout. Donc avant même d'entrer, ils sont déjà terrorisés. C'est terrible. Oui, et il y en a beaucoup qui le restent. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'école évolue. C'est vrai que beaucoup de pédagogues se posent des questions. Mais c'est vrai aussi que pour beaucoup d'enfants, ce sont des passages difficiles. Et qu'encore une fois, je pense que les parents, voulant bien faire, puisqu'on est tous d'accord que la majorité des parents qui punissent alors qu'ils ne devraient pas le faire, le font en ayant bonne conscience, hein, en pensant en faire bien. Je pense que l'école ne ressemble pas actuellement à ce qu'on peut essayer de mettre en place de façon individuelle dans la famille, et que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut commencer par faire changer les choses de façon plus efficace. Mais tu as raison. Et aujourd'hui, dans les écoles, rentrent des ateliers, par exemple les ateliers de philosophie, où on fait réfléchir les enfants ensemble. Rentrent des ateliers, par exemple, les ni vus ni connus vont faire des interventions dans les écoles et dans les collèges. On fait faire justement il y a des quantités de choses qui rentrent dans l'école. Et je pense que l'école est en train d'évoluer. Alors bien sûr, on pourrait souhaiter que ça aille plus vite, mais je crois, enfin, j'ai mon vieux professeur de psychologie qui me disait « Marie-Jeanne, ne tirez pas sur l'herbe, elle ne poussera pas plus vite. » C'est vrai qu'on a envie que ça aille plus vite, mais je crois qu'il ne faut surtout pas se décourager parce que ça va lentement. Il faut continuer.
je dis qu'à l'âge que j'ai, je ne sais pas si j'en verrai les effets, mais je continue à croire que ça va évoluer vers le positif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, ça sera peut-être ma dernière question. C'est, tu as parlé à un moment donné d'écosystème de la famille. On a parlé d'une autorité structurante. Bien sûr, c'est l'adulte parce que c'est son rôle, c'est lui qui fixe le cadre. Hein. Ah, hop là. Hop là. J'ai pas terminé ma phrase. J'ai pas terminé ma phrase. En négociation. Avec j'ai très bien. Alors, je termine ma question. Ça va te donner l'occasion d'y répondre. En négociation avec l'enfant. Mais si tu me reprends le terme de cadre, tu me diras ce que tu entends par structurant. Mais ma question, c'était, dans cet écosystème, comment en fait l'enfant peut aider aussi l'adulte à évoluer. Voilà, c'était ma question. Mais tu vois que tu vas avoir beaucoup de choses à répondre. Là, on est encore là dans une heure. On n'a pas préparé les questions, je peux vous dire, parce que Marie-Jeanne ne voulait pas qu'on les prépare. Donc c'est très bien, elle réagit en direct. Alors, vis-à-vis du cadre et des règles, je préfère, au lieu du mot cadre, le mot repère. Un cadre, ça enferme. Des repères, ça donne une direction. Et bien entendu, toute société va fonctionner avec des règles. Parce qu'il y a un moment où sinon, si chacun fait exactement ce qu'il veut, une société ne peut plus vivre, hein, ne peut plus fonctionner. Mais l'enfant, lui, il ne comprend même pas le sens du mot règle. Et on lui dit qu'il faut respecter les règles à la maison. Mais c'est quoi les règles et pourquoi? Et ça m'embête. Et pourquoi? Et c'est là que, justement, il y a une posture de haut vers le bas, quand j'édicte les règles. Ou quand tu dis négocier, je préférerais solliciter l'enfant en disant, voilà, on est tous dans cette maison, on a tous envie d'être heureux. On a tous, ça c'est un a priori positif inconditionnel. Je crois que personne ne se lève le matin en disant je vais tout faire pour être malheureux. Personne. Eh bien dans cette famille non plus. On a tous envie d'être heureux. Il y a des choses qui sont à décider ensemble. Comment on peut s'organiser pour que ça se passe bien? Comment on peut s'organiser pour que tout le monde ait le sourire et que pour tout le monde, le soir, on soit heureux tous ensemble. Et là, on sollicite, tu entends la différence que je fais avec la négociation, hein? On sollicite l'enfant sur ses propositions. On dit, ben voilà, moi je pense que ça aussi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'on en discute effectivement et on prend ensemble une décision, mais pas une décision désormais on va faire ça. Parce que le désormais, il est beaucoup trop long dans la tête d'un enfant. Et on va essayer pendant 8 jours. Ou on va essayer pendant 15 jours. Et puis on va voir. On va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si ça marche mieux, ou si on se prend la tête les uns les autres. Si des fois, on explose. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut dire à l'enfant que c'est normal que de temps en temps, l'un ou l'autre explose. C'est normal de temps en temps, avec le stress que tu as eu, que oh, il y a un coup de c'est pas grave. C'est normal des fois aussi que moi j'explose. C'est pas grave, mais je le regrette d'avoir explosé. Mais c'est pas grave quand même, et je ne perds pas ma stature. Mais toi, quand tu exploses, tu n'es pas un petit... j'aurais un mot grossier qui vient derrière. Sauvageon. Un petit sauvageon. Voilà, et ça arrive. Et ce n'est pas pour autant qu'on a une étiquette à mettre sur la tête des uns ou des autres avec enfant impossible, enfant terrible, enfant ceci, etc. C'est-à-dire que chacun va avoir des moments de difficulté parce qu'effectivement, il y a la maison qui devrait être un lieu justement de sérénité et de paix et un lieu de protection, pas un lieu de peur. Et le monde est quand même déjà assez agressif. Rentrer chez soi et...
Ça serait bon, hein? C'est vrai que dans le terme de proposition est inclus celui de on va essayer, on peut se tromper, on va réessayer, on peut se tromper. Et c'est vrai que c'est comme ça parce que l'enfant change énormément et que ce qui pourrait être... Et nous aussi. Alors voilà, alors, j'aimerais t'entendre sur le « et nous aussi ». C'est-à-dire comment nous, on peut justement... comment on va soi-même changer. On a réussi, puisqu'on n'a pas eu ce type d'éducation pour la plupart, sauf rarissimement. Donc on a réussi à rompre, hein, comme tu as expliqué, à le faire, hein, par le dialogue, par l'aide avec d'autres. Et comment on peut imaginer, peut-être c'est un système un peu idéal, qu'on va, en mettant en place cette éducation avec l'enfant, en même temps, nous, sans parler de résilience, mais arriver à pouvoir, nous aussi, avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance, moins de stress, voilà. Comment ça va, cet écosystème, hein, comme dans la nature, on va s'entraider, on va se nourrir les uns les autres, quoi. Alors, évidemment, et ça, Alice nous l'a dit l'année dernière, elle était une des intervenantes du colloque, puisque le cerveau se construit très progressivement, et encore à l'adolescence, il est loin d'être à maturité, l'adulte devrait, en principe, être celui par lequel pourraient arriver les nouveautés. L'adulte, tu le disais dès la première question, est souvent très stressé. Et je crois qu'on dit très souvent « fais des choses pour toi ». Fais quelque chose pour toi. Et dans ce « fais quelque chose pour toi », il y a souvent une injonction d'aller faire du yoga, de la gym, de la natation, de dîner avec les copains, etc. Faire des choses. Et moi, dans ce faire quelque chose pour soi, je dirais que c'est un point stop de réflexion, de se poser. Ça prendrait, je ne sais pas, mais 2 minutes par jour. Là, qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et peut-être ce qui sera important pour moi, ça sera d'aller faire de la méditation. Peut-être ce qui sera important pour moi, c'est de faire, je ne sais pas, d'aller au cinéma. Peut-être ce qui est important pour moi, c'est de partir 3 jours loin de tout le monde. Peut-être ce qui est important pour moi. Mais en tout cas, ça passe par l'adulte. Parce que l'enfant, même s'il a cette réflexion, n'est pas en capacité de les mettre en œuvre, puisqu'il dépend de la décision des adultes. L'enfant peut avoir envie d'aller faire du sport, et puis ses parents lui dire « Non, non, de toute façon, tu iras faire du sport quand tu auras augmenté ta moyenne. » Donc, l'enfant ne peut pas choisir vraiment. Alors, on a encore 5 minutes ou on passe aux questions? On a des questions jusqu'à midi et demi, on peut. D'accord. On a des questions, vous entendez? On a des questions donc en visio. Donc la première, est-ce que donc la communication, l'écoute peuvent se pratiquer dans les crèches et chez les nounous dès le premier âge? Et la deuxième question qu'on avait donc pour nos amis qui sont en visio, c'était comment faire dans les familles monoparentales pour se faire écouter et mettre des règles quand l'enfant n'écoute pas ou ne souhaite pas donc participer à un règlement intérieur entre guillemets. Alors, la première question sur les crèches. Là, je voudrais vraiment citer le travail de Nicole Guédéné qui parle beaucoup de mirroring. C'est-à-dire qu'on observe l'enfant et qui ne sait pas encore parler et on lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'as fait un mauvais rêve, t'as faim, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» C'est-à-dire qu'on va reformuler par empathie ce que l'on ressent d'une hypothèse de ce qu'il est en train de vivre. Mais on ne va pas lui dire « tu pleures parce que tu as faim ». Ça, ce serait une interprétation. Donc, l'écoute va être justement dans une reformulation large qui va évoquer plusieurs hypothèses. Et oui, écouter, c'est observer aussi. Observer et ne pas déduire d'une manière interprétative, mais déduire en
compréhension. C'est vraiment très, très important cette différence entre l'interprétation et la compréhension. La compréhension, c'est vraiment très fin. Et il y a, tiens, je fais une petite parenthèse là. Moi, quand je reçois des enfants, je ne reçois jamais seule. Je les reçois toujours avec leurs parents. Et souvent, je ne garde pas les enfants longtemps, mais 2-3 fois. Et ensuite, je leur dis, qu'est-ce que tu voudrais que tes parents comprennent? Et là, cette phrase-là, qu'est-ce que tu voudrais que tes parents comprennent? On a toujours une réponse très éclairante. Et je propose beaucoup à des parents de poser cette question à leur enfant. Qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne? Mais après, il faut être prêt justement à écouter sans dire oui mais ou non mais. C'est-à-dire que à peine l'enfant et l'adolescent surtout a commencé à parler, on lui dit mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette écoute qui accueille, qui essaye de comprendre, qui ne coupe pas la réalité de ce que j'ai envie d'exprimer en tant qu'enfant adolescent, c'est primordial. Et dans les crèches, oui, c'est important justement par l'observation. La deuxième question, c'était les familles, les foyers monoparentaux. Eh bien, on va reposer la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que, oui, je suis seule avec vous, avec 1, 2, 3 enfants, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus de... Et puis, voilà, on n'est pas 2 pour gérer les choses, et du coup, c'est plus compliqué. Eh bien, on va essayer tout de même d'être heureux ensemble. Donc, je garde mon principe de méthodologie en affichant la réalité de la situation. Je ne vais pas dire « Ah, mais ça va aller, hein !» Vous savez, on triche avec les enfants. Souvent, on fait comme si. Alors que non. Non, c'est compliqué. Par exemple, un professeur peut très bien, lorsqu'il y a une classe qui est très turbulente, dire « Écoutez, là, maintenant, je ne sais plus trop comment on va faire. On se repose un petit peu, on prend un temps ?» plutôt que d'essayer de passer en force quand les enfants ne sont plus eux-mêmes en état d'écouter. Est-ce qu'on ne peut pas penser que la question, c'est pas moi qui l'ai posée, mais j'avais pensé te la poser, des familles monoparentales, si on imagine que la plupart du temps, ces familles monoparentales, le parent, c'est une maman. Est-ce que, prenant cet exemple-là, dans la société, dans certaines familles, parfois, l'autorité, c'est le père. Donc, est-ce que la question, c'est peut-être, quand la mère est seule à élever son enfant, est-ce qu'elle peut assumer ce rôle d'autorité qui, parfois, on pourrait penser qu'il reviendrait au père? Alors, l'autorité, Olivier en a parlé, l'autorité, si c'est une autorité descendante, et qui, quand papa va arriver, tu vas voir, il va donner la fessée, ou quand papa va arriver, il va te régler ton compte, c'est souvent une vision de l'autorité liée à l'homme. C'est vrai. Mais je crois que, vraiment, enfin, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de promouvoir avec d'autres, c'est qu'on n'est plus dans une autorité qui va justement appuyer sur des enfants ou être décisionnaire pour eux, mais une autorité structurante qui va les faire grandir et pas les punir. Donc, cette autorité saine-là, peut être incarnée par une femme, sans problème, comme elle peut être incarnée par un homme qui vit seul aussi avec ses enfants. C'est bien, je pense, de l'avoir dit. Des questions? Alors, moi, je voulais vous poser une question par rapport dans un couple. Où on est, là? Ah oui, d'accord. Justement, dans un couple, quand il y en a, une personne est convaincue de la communication non violente, mais l'autre pas forcément, ou c'est plus difficile, comment convaincre l'autre à un petit peu être dans une cohésion, cohérence aussi, pour après, justement, élever l'enfant, être dans une communication. Parce qu'après, bien évidemment, l'enfant,
ou peut en jouer, ou peut être déstabilisé, être sans repère, et que c'est difficile parfois de... voilà, certes, il y a les difficultés d'un couple monoparental, mais les difficultés aussi d'être en couple, et que chacun a son histoire, son éducation, et qui fait que parfois, du coup, on évolue différemment. Alors même s'il y a de la communication, mais c'est plus compliqué. Alors, dans le mot convaincre, il y a 2 vilains mots. Ça commence mal. Si je veux convaincre, je veux prendre le dessus. J'ai raison et tu as tort. Et je vais te le prouver. Et ça évite justement la partie écoute. Et la partie écoute bienveillante. C'est-à-dire que je ne doute pas, mon chéri, qui punit notre enfant, que tu as des intentions positives. Parlons-en. Essayons de comprendre ce que tu recherches, etc. C'est-à-dire que je commence par écouter le bien fondé de la position de l'autre, et je vais lui dire, mais tu vois, moi j'ai une autre position, et puis parlons-en. Mais si j'essaye de convaincre, je suis dans une position de domination. Ça ne marche pas. J'ai raison, t'as tort, ça ne marche pas. Bonjour. Oui. J'ai une question par rapport oui, là. Ici. J'ai une question par rapport à l'autorité à l'école, au niveau du positionnement. Donc, par rapport à... Bon, voilà, là, c'est mon exemple personnel. Mon enfant qui est puni énormément à l'école. Et comment, donc à la fois ne pas remettre en question une autorité, la maîtresse va être peut-être démunie, va peut-être avoir que cette solution. Bon, il y a des choses à prendre en compte. Comment se positionner vis-à-vis de son enfant pour à la fois, voilà, moi je lui dis, c'est pas normal que tu vives ça, et à la fois ne pas descendre l'autorité qu'il peut y avoir à l'école, qui peut être la seule solution pour une maîtresse, et ne pas Décrédibiliser. Voilà, ne pas décrédibiliser la maîtresse et l'école, mais en même temps de prendre en compte le ressenti et de pouvoir lui dire que non, c'est pas normal d'être puni de telle manière. Ouais. Eh bien, je crois là aussi, il faut appeler un chat et dire il y a des personnes différentes qui font des choses différentes. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait. En même temps, c'est là. Et donc, il va falloir que tu trouves la manière la plus judicieuse pour toi de t'en sortir. Déjà, le fait que l'enfant... Alors moi souvent, je propose à l'enfant de sourire à l'intérieur. Je lui dis, tu te fiches pas de ton professeur, hein, mais à l'intérieur de toi, tu te dis... c'est n'importe quoi, mais tu sais que effectivement, le professeur qui fait ça n'a pas encore tout compris de la chose. Ça n'empêche que sur le plan de ce qu'il a à t'apprendre sur le français, les maths, le truc, etc., c'est important, et ne perds pas tout parce que la relation n'est pas juste. Dans la vie, tu auras des gens qui seront différents. Ne mets pas toute la personnalité dans un même sac. Chacun a quelque chose à t'apporter. Fais la différence. Reste dans une posture où tu es là pour apprendre des choses pendant ces cours. Écoute ces cours, instruis-toi, mais encore dernièrement, il y a un enfant qui me disait que son professeur lui avait dit « de toute façon, toi, tu n'arriveras jamais à rien ». Et je lui ai dit « écoute, toi, tu te dis « j'arriverai à quelque chose » et le professeur est là pour t'apprendre. C'est un professeur de français, je crois. Ce professeur est là pour t'apprendre le français, mais il a autorité et il a légitimité pour t'apprendre du français, mais il n'a pas légitimité à te dire des conseils sur ta vie. Donc, il faut séparer les choses. Bonjour. Donc en fait, ma question c'est d'avoir des pistes pour exercer cette autorité structurante
face à un enjeu enfin qui est propre à l'époque de nos ados de maintenant, qui est cette, bon, je mets entre guillemets, même si c'est en partie vrai, l'addiction aux écrans. Donc, comment éviter de sombrer dans ce rôle de police permanent qui est épuisant pour nous, les parents, et de les responsabiliser et de ne pas les punir. Donc tout ça, c'est vraiment des pistes de réflexion par rapport à l'enjeu des écrans. Voilà. Merci. Alors nous en avons parlé avec Jean-François Belmonte, Papa Positive, parce que Isabelle abordera peut-être aussi cette histoire-là, parce que c'est un vrai problème qui est important, qui est un danger, mais je crois qu'il faut le prendre d'une manière plus avec du recul. D'abord, il ne faut pas amalgamer les écrans comme c'est forcément tout mauvais. Aujourd'hui, les écrans font partie de la vie et il y a des écrans qui sont des écrans qui instruisent, il y a des écrans qui font communiquer, il y a des écrans qui font jouer, il y a des écrans dangereux et c'est un outil qui peut être merveilleux, Internet, c'est un outil qui peut être merveilleux et ça peut être un outil épouvantable. C'est comme si on mettait entre les mains d'un enfant un revolver chargé, quoi. Le revolver chargé n'est pas un outil merveilleux. J'ai dit autre chose. Mais bon, c'est quelque chose qui peut être très efficace, mais qui peut être horriblement dangereux. Ça, c'est une première réflexion. Une deuxième réflexion, c'est... une deuxième réflexion. C'est par rapport aux écrans, et tu disais que ce qu'apporte le numérique n'est pas forcément négatif, que ça peut être positif. Oui, non, c'est par rapport à l'addiction. Toute personne qui a fumé dans sa vie, il y en a peut-être plusieurs, ou qui a eu une addiction quelconque, ou même nous, avec nos écrans, on les a toujours à la main, on a toujours notre téléphone à la main. Donc, une addiction, c'est quelque chose qui est difficile. On ne fait pas exprès. Personne, aucun alcoolique n'a voulu devenir alcoolique. Aucun fumeur n'a voulu devenir fumeur. Aucun junkie n'a voulu devenir junkie. C'est-à-dire que le produit entre subrepticement et prend possession de la personne. Ça a pu prendre possession de nous sur certains autres aspects. Et malheureusement, ça prend effectivement possession de beaucoup d'enfants. Donc déjà, comprendre que souvent, c'est nous qui les avons placés devant les premiers écrans pour avoir la paix. Pendant qu'ils regardent un film ou un dessin animé, on a la paix, on peut faire autre chose. Donc déjà, cette prise de conscience-là, ça peut quand même faire comprendre qu'ensuite, quand ils ont 12 ans et que c'est eux qui choisissent le programme, on leur saute dessus, alors que... Voilà. Bon, donc, il y a une différence. D'autre part, si je comprends que c'est difficile, je ne vais pas avoir avec mon adolescent un discours jugeant, mais enfin, tu vois pas que tu te gaspilles ta cervelle avec tout ça, et que c'est n'importe quoi, et que tu... Je vais avoir un discours différent. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu en as besoin. Je sais que pour toi, c'est essentiel. Et pourtant, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut te manger ta cervelle. Et je t'aime trop pour te laisser te détruire. Donc, je te propose qu'on en parle vraiment et qu'on trouve ensemble des solutions pour que tu puisses grandir. Et là, les neurosciences sont très, très utiles. Et quand on fait lire à un enfant, quand on lui montre à un enfant, un adolescent, quand on lui montre le développement de son cerveau et l'immaturité de son cerveau, vous avez, comment il s'appelle, Dan Siegel, qui a écrit un livre qui est très intéressant justement sur le cerveau de votre adolescent. Eh bien, un adolescent qui comprend qu'il est encore fragile, moi je dis par exemple à un adolescent, tu sais bien aujourd'hui que tu ne peux pas soulever un poids de 50 kg, sinon tu vas te déformer ta colonne vertébrale et tu risques d'en souffrir toute ta vie. Jusqu'ici, c'est clair, il comprend. Je lui dis, si tu fais des choses aujourd'hui avec une consommation d'écran trop grande, eh bien, tu peux te déformer aussi ton cerveau, et ça risque d'être dangereux pour toi. Parce que finalement, ça ne se voit pas, mais c'est tout aussi dangereux. Et là, l'ado comprend.
Et donc, à partir de là, si on ne lui a pas crié dessus, si on ne l'a pas puni, mais si on lui a expliqué des choses et reconnu que c'est difficile, et qu'on est là pour l'aider et pas pour l'empêcher, on a des chances d'être beaucoup mieux entendu et beaucoup plus aidant. C'est compatir au lieu de juger. Pardon ? Compatir au lieu de juger. Il y a une question en visio. Comment faire pour engager une conversation avec un ado qui est réfractaire? Ah, comme ça. Il vous montre ses cheveux. Qui claque la porte. Comme ça. Qui refuse le dialogue. Eh bien, moi, je ferai de la reformulation sur la métacommunication. Qu'est-ce que c'est que ça, la métacommunication? La métacommunication, tout est langage. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est un langage, mais mon non-verbal est aussi un langage. C'est-à-dire que si il est comme ça, je vais commencer par lui dire bah, il me semble que tu es en train de me dire que tu n'as pas très envie de me parler. Et donc, petit à petit, se sentant compris et respecté, il y a peut-être une chance, en tout cas moi c'est celle que j'utilise et qui a fonctionné quelquefois, pour que le dialogue s'engage. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de tirer les vers du nez de ce... Vous voyez, si, est-ce que je suis là pour qu'il me parle, qu'il me dise ce que j'attends qu'il me dise, ou est-ce que je suis là pour l'écouter, le comprendre, l'aider, et qu'il le ressente par toute ma manière. Je pense à une maman qui m'avait amené son grand garçon là, de 16 ans et une grande perche. Je la connaissais bien, cette dame, et elle me dit « Marie-Jeanne, il faut que je vous emmène mon fils ». Qu'est-ce qui se passe? Il rentre du lycée, il claque les portes, il s'enferme, etc. Bon. Et donc, elle vient avec j'allais dire le petit, le très grand, et je vois un jeune homme vraiment, mais tout à fait... Et elle me dit, oui, mais c'est pas possible, il rentre, et elle recommence devant lui, il est impossible, il n'y a pas moyen de lui parler, etc. Il claque les portes. Et je lui dis, mais si vous pouviez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Elle me dit, ben, je dirais, combien tu as eu en maths? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut ranger ta chambre. Et là, je vois le jeune qui sourit, et je lui dis, mais vous vous étonnez qu'il s'enferme et qu'il n'ait pas envie? Maintenant, il rentre d'une journée de lycée, il en a plein la tête. Et vous, voilà, est-ce que vous comprenez qu'il a ce besoin? Peut-être qu'il ne claque pas la porte s'il sent que vous allez respecter son besoin du moment. Donc, c'est vrai qu'on ne force pas, mais on ouvre la possibilité. Et plus on ouvre cette possibilité avec une intention qui est une intention ouverte et pas une intention de « tu vas me dire ce que j'attends », plus le jeune viendra nous parler. S'il nous fait confiance, il continuera. On va prendre une dernière question. Alors, je ne sais pas si on m'entend parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Donc, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Un témoignage de directrice de collège. Donc moi, j'ai créé un collège à Cagnes-sur-Mer qui s'appelle Life Bloom Academy. Et je voudrais témoigner par rapport à ce que tu as dit, Marie-Jeanne, tout à l'heure, sur, a priori, on a tous envie d'être heureux dans cette maison. Comment on s'organise? Alors nous, en début d'année, je voudrais témoigner parce que je pense qu'il y a plein de parents qui se posent aussi des questions par rapport à comment on s'organise pour que l'enfant réussisse à l'école et que quelquefois, c'est un sujet de tension. Et je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose qui marche très bien dans notre école, c'est qu'en début d'année, on fait un séminaire de rentrée qui dure deux jours, dans lequel il y a tous les élèves et tous les professeurs. On commence par demander aux professeurs de témoigner sur pourquoi ils font ce métier. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'ils disent moi, je fais ce métier pour m'amuser. Moi, je fais ce métier parce que j'ai envie que les enfants puissent réaliser leurs rêves, etc. Donc déjà, on installe la confiance. Ensuite, on dit que nous, on considère qu'on fait équipe. Qu'on fait équipe avec les élèves. Et on commence par dire, voilà, de quoi on a besoin. Enfin, plutôt, a priori, on a tous envie que chacun puisse apprendre en confiance dans cette école de quoi on a besoin pour que ça marche. Et donc, on commence par écouter les besoins des élèves. Donc, ils disent, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin qu'on me regarde avec confiance, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, etc. Et ensuite, on dit aux élèves, et vous, qu'est-ce que vous pensez que les professeurs ont besoin? Moi, j'ai besoin de voir les enfants réussir, j'ai besoin que ce soit efficace, etc. Et en fonction de ça, on crée notre cadre.
alors nos repères, comme tu les as appelés. Et vraiment, je voudrais le dire parce que ça marche et c'est assez extraordinaire. Et dans ce séminaire, on a ce moment-là et on en tire les règles de vie pour le reste de l'année et on fait vraiment équipe le reste de l'année et les enfants se sentent responsables et en confiance. Et en effet, on a peu de problèmes de transgression d'interdits parce qu'on a relativement peu d'interdits. On a par contre quasiment aucun problème de rupture de confiance avec les adolescents dans ce cadre-là. Donc pour tous ceux qui sont profs ici, on peut vraiment le faire en début d'année dans sa classe, même si dans l'établissement scolaire, c'est pas forcément le même fonctionnement au global. Et aussi pour les familles, je sais que moi quand j'anime des stages pour apprendre à apprendre, souvent ça revient de la part des enfants de dire que les parents les fliquent. Et donc moi je conseille peut-être en début d'année, de dire, ben voilà, moi j'ai envie que tu te sentes à l'aise à l'école, de quoi je suis inquiet, j'ai peur, etc. Et de quoi on a besoin chacun pour qu'ensemble, par rapport à l'école, cette année, dans tes devoirs, ça se passe bien. Donc tu valides mais l'idée vraiment, de la mais c'est incroyable. concertation. Je préfère le mot concertation voilà, au mot ça, négociation. vraiment, ça marche. Hein. Et puis, peut-être une dernière question, une toute dernière question. Alors attends. Après. Merci. J'ai une question par rapport aux enfants en plus bas âge, genre 3-4 ans, par rapport à cette discussion et à à comment on peut se préparer à être ouvert au dialogue et à toutes les possibilités que l'enfant pourrait avoir envie de faire finalement. Où est-ce qu'on met les limites et comment on ne dérive pas finalement dans une éducation qui est un peu trop laxiste. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours. On me demande de recevoir un enfant de 3 ans et demi. Et je dis, moi, je ne reçois pas les enfants de 3 ans et demi, je reçois la famille. Donc, papa, maman et le petit arrivent. Et on m'explique que cet enfant tape sa petite sœur de 18 mois. Il la frappe, il la frappe, il la frappe. Alors, c'est ça, je parlais tout à l'heure du mirroring, et je dis à cet enfant, ben, j'imagine que tu es très en colère contre elle si tu la frappes. Alors, il me dit oui. Et puis l'enfant vient, et puis je dis aux parents, ben, j'imagine que vous aussi, des fois, vous êtes très en colère. Pas contre l'enfant, hein, dans la vie. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en colère? Alors, il y a le papa qui dit, moi, je sors. Et il dit, des fois, j'ai envie de frapper, alors je sors. Alors je dis, mais... Donc, frapper, des fois, ça pourrait faire du bien. Il me dit, oui. Je dis, vous pouvez frapper là, sur le coussin, là, montrer comment on peut frapper sur un coussin. Le coussin, ça lui fait pas mal. La petite sœur, ça lui fait mal. Et le papa se met à frapper, mais vraiment très, très fort. J'en étais même étonnée. Et donc, le petit le regarde. Et je dis, tu vois... papa ne frappe pas quelqu'un, mais s'il a de la colère, il a besoin de la sortir. Donc, soit il sort lui, soit il frappe un coussin, et puis il peut parler de sa colère, mais il ne frappe pas. Et alors, le petit, maman, je lui dis, bon, maintenant, assieds-toi entre papa et maman. Donc, il s'assoit, et je lui dis, dis-moi, la prochaine fois que ta petite sœur va faire quelque chose qui t'énerve, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas la frapper? 3 ans et demi, hein? Je vais faire un dessin de colère. C'est joli. 3 ans et demi, il a trouvé la solution. Donc l'enfant, on peut le solliciter quand on met à sa portée des outils qui sont à sa portée, justement. Et quand on lui donne, hein, Olivier le disait tellement justement, l'enfant apprend par mimétisme, il reproduit. Donc si effectivement on lui crie dessus, il va crier sur sa petite sœur. Si on le menace de le frapper s'il est pas sage, il va frapper sa petite sœur. L'enfant n'obéit pas par injonction, l'enfant fait par imitation. C'est comme ça qu'il apprend. Très bien. Alors, je vous rappelle qu'à 17h15, nous aurons une table ronde justement pour, si vous avez d'autres questions, avec 3 autres invités. Juste une question de logistique. Il y a des personnes qui sont mal garées, qui sont dans un parking de l'Éducation nationale, qui va fermer à 14h ses portes. Donc, si vous voulez récupérer votre véhicule,
pas lundi à 8h. C'est mieux de déplacer vos véhicules maintenant. C'était le côté logistique. Donc merci. On se retrouve à 14h. Merci on a la pause déjeuner. à Marie-Jeanne. Merci à pour Marie-Jeanne. tout ce qu'elle nous apporte pour mieux vivre. Il y a des sandwichs à l'accueil, sinon à l'extérieur des restaurants, donc à 14h avec une capsule de la pédiatre Catherine Guéguen.